Alors dans l'Académie de Toulouse, il y a 5 classes numériques en expérimentation. Eh bien moi, j'ai la chance d'enseigner dans une de ces classes. Et d'enseigner en plus la physique-chimie. Double chance. Mais une classe numérique, c'est quoi? C'est d'abord un outil numérique individuel que l'élève aura en classe, mais aussi le soir à la maison. Il va donc falloir qu'il soit facilement transportable. Et dans ma classe, on a choisi la tablette tactile. Alors bien sûr, il faut équiper tous les enseignants à l'identique, mais ça ne va pas suffire. Il y a un deuxième point qui est très important, c'est une connexion Internet, une bonne connexion Internet, si possible, très haut débit. Et dans ces conditions, vous obtenez notre classe numérique. Alors la première fois qu'on vous dit tu vas travailler là-dedans, vous vous dites ah, comment je vais faire et surtout pourquoi je vais le faire. Et la plupart des collègues vont introduire la tablette en classe progressivement. Eh bien le choix que j'ai fait, c'est tout le contraire. J'ai dit on va directement passer à un enseignement tout numérique. Alors, un enseignement tout numérique, c'est-à-dire un enseignement sans cahier, un enseignement sans crayon. Bon, on va quand même garder le prof et les élèves en classe. Et tous ensemble, en classe, on va utiliser essentiellement cet outil, exclusivement cet outil, pour apprendre à nous former. Et là, je dis bien nous former, car quand les élèves utilisent ces outils, on s'aperçoit qu'ils ont aussi des choses à nous apprendre. Alors, pourquoi j'ai fait ce choix? Si on regarde les élèves à l'école, dès qu'ils sortent de cours, le premier truc qu'ils font, ils se jettent sur leur portable. Alors Michel Serres les surnomme les mutants, mais je trouve que l'expression qui les caractérise le mieux, c'est celle de Joël de Ronet, qui parle d'hybride, mutant, bionumérique, géolocalisé. Eh bien, ces mutants, à la maison, à 96%, ils ont une connexion Internet. Et quasiment tous du haut débit. Et ils l'ont pas pour faire joli. Ils s'en servent tout le temps. Ils sont accros à Internet. D'ailleurs, quand on leur demande, ils le disent. Ils sont 89%, donc près de 9 sur 10, à dire moi, je ne pourrais pas me passer d'Internet plus d'une journée. Et la majeure partie du temps, ils le passent à l'école. Et bien, le sevrage, c'est l'école qui va le faire, puisqu'ils sont plus que 4% à l'école à pouvoir utiliser quotidiennement Internet. 4%. Alors, je me suis dit, si on a ces outils en classe, on a bien deux mondes qui avancent en parallèle, peut-être qu'on va pouvoir essayer de créer des frontières entre ces deux mondes. Mais je crois qu'au plus profond de moi, sans m'en rendre compte, c'était le moyen de me forcer à changer ma façon d'enseigner. Parce que quand vous avez ces outils en classe, vous ne pouvez plus enseigner comme vous le faisiez avant. Si vous regardez vos enfants travailler, quand ils font leurs devoirs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont le casque sur les oreilles, ils écoutent de la musique, ils ont un œil sur Internet, et en même temps, ils envoient des SMS aux copains. Si en classe, vous faites un cours un peu magistral, s'ils ont ces outils, vous n'aurez même pas fini vos phrases qui seront sur Wikipédia pour essayer de voir si ce que vous dites est correct. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, parce qu'encore ça, dans le pire des cas, vous vous en rendrez même pas compte, et devant vous, vous aurez une belle salle de jeu en réseau. Et le jour où vous en rendez compte, là, ça fait un petit peu mal. Et du coup, moi, la peur que j'ai, c'est que les tablettes, elles finissent comme les smartphones, interdites au fond du cartable. Et ça serait vraiment dommage. Alors du coup, l'idée, c'est de travailler avec cette tablette et de les mettre constamment en activité sur la tablette. Il ne faut pas les lâcher. Et donc, on va remplacer le cours magistral par des activités de questionnement, de réflexion.
Mais le plus simple, c'est que j'essaye de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ça bascule pas? Si. Bon, vous voyez que c'est assez rapide quand même pour projeter sa tablette. Ça, c'est intéressant. Tous les élèves ont une tablette, vous pouvez la projeter comme ça. Donc là, voici le livre numérique que je fabrique pour mes élèves. Alors, c'est plus un recueil d'activités qu'un livre. Et là, on a une séance où on va travailler sur le poids, la masse, la force de gravitation. Oui, j'ai dit que j'étais prof de physique. Donc, la situation déclenchante qu'on va donner aux élèves, ça va être la suivante. On va partir d'une vidéo. Alors là, il n'y a pas le son, mais ils sont en train de chanter. Donc, c'est les astronautes d'Apollo 17 qui, avec leur grosse combinaison, là, sont en train de gambader sur la Lune. Et on va dire aux élèves, comment on pourrait expliquer ça? Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que la masse sur la Lune est plus petite que sur la Terre? Et si ce n'est pas le cas, comment on l'explique? Et ils ont chacun une petite application qui est celle-là. Et donc, ils peuvent utiliser une balance sur la Terre, sur la Lune, un pèse-personne électronique, un dynamomètre. Ils vont prendre donc des masses, etc. Et ils vont construire leur propre démarche de résolution à ce problème. Et vous allez passer en classe, vous allez regarder tout ça, et de temps en temps, quand il y a quelque chose d'intéressant, vous allez dire à l'élève, tiens, projette et explique, vous allez confronter ces points de vue, avec pour objectif d'arriver là où vous voulez. C'est-à-dire que ce n'est pas la masse qui est plus faible sur la Lune, mais bien la force qu'exerce la Lune sur l'astronaute. Et donc ce qui est intéressant dans ces séances, c'est qu'elles sont très interactives. Vous savez d'où vous partez, vous savez où vous voulez arriver, mais vous ne savez pas par quelle route vous allez passer. Ça va dépendre de ce que font les élèves. Et sur cette séance-là, j'étais presque au but, j'étais presque arrivé où il fallait. Et d'un seul coup, sans que je m'en rende compte, il y a un des mutants qui vient me percuter sur un côté et qui m'envoie sur une route complètement différente. Il me dit, monsieur, l'application elle bug. Je suis sur la Lune, je prends une masse de 1 kg, je la lâche, j'en prends une de 50 kg, elle tombe de la même façon, c'est pas normal. Alors il y a 15 ans, j'aurais dit, bon écoute, j'étais près du but, j'aurais dit, tu verras ça ce soir à la maison, c'est pas l'objet de ce cours, on en reparlera plus tard. Et puis de toute façon, on n'en reparle jamais. Mais là je vais leur dire, même pas mal. On va aller voir sur la Lune. Et vous leur faites chercher sur Internet, chute des corps sur la Lune, et ils vont tomber sur cette vidéo. David Scott, qui parle en anglais, et qui explique qu'il est là grâce ou à cause de Galilée. Et il tient dans sa main un marteau et une plume. Alors vous pouvez même faire du transversal, c'est en anglais, vous pouvez les faire traduire en plus. Il lâche le marteau et la plume, et elles atterrissent en même temps au sol. Et là, vous allez discuter avec les élèves des hypothèses de Galilée, de l'absence de frottement sur la Lune. Bref, vous faites de la physique, vous apprenez aux élèves à réfléchir, vous leur apprenez en fait à apprendre. C'est quand même là l'essentiel. Alors, là, vous croyez que vous êtes tiré d'affaire, mais les mutants, quand ils vous tiennent, ils ne vous lâchent pas. Donc il y en a un qui me dit, ouais, mais moi je suis retourné sur l'application, je l'ai fait sur la Terre il y a des frottements et ça fait pareil. Eh bien, je lui dis, bon, ben, je regarde autour de moi, qu'est-ce que je vois? Une trousse, un crayon. Ah ben je dis, ben, tiens, le crayon, il va me servir un petit peu encore. On prend la trousse, on prend le crayon, je leur dis, vous êtes prêts là, avec vos tablettes, vous filmez, je lâche, ils filment, on fait l'expérience 2 fois, 3 fois, 4 fois, on n'arrive à rien de probant. Donc même sur la Terre, on n'arrive à rien de probant. Et du coup, ça devient presque un jeu avec les élèves. Et là, on n'attend qu'une chose, qu'ils nous disent, ben, et si on augmente la hauteur de chute? Si on augmente la hauteur de chute, on dit à la classe, il y en a 3 qui restent ici, tout le monde descend au rez-de-chaussée.
Pas de problème, on a un outil qui incorpore une caméra, on peut donc traiter des données directement sur la tablette. Et bien on a un élève qui va prendre donc la trousse et le crayon, qui reste au troisième étage, les autres qui sont en bas, et on fait l'expérience. Et là, on va effectivement, en augmentant la hauteur de chute, arriver à quelque chose de probant et voir un décalage. Alors j'ai dit pas de problème, faites quand même attention si vous faites cette expérience, que les fenêtres en dessous soient bien fermées, qu'il n'y ait pas un collègue qui passe la tête par la fenêtre. Mais bon, on n'est pas obligé de rester dans le lycée non plus. D'ailleurs, avec ces élèves, on est parti, juste un petit peu après, à la Cité de l'Espace. Et là, à la Cité de l'Espace, vous avez un simulateur de marche lunaire qui s'appelle le Moon Runner. Et donc les élèves, ils ont pu s'harnacher là et revivre un peu les sensations de ce qu'on voyait sur la vidéo. Et les copains étaient avec la tablette, ils filmaient, et après ils ont analysé ça image par image. Et là, on a retrouvé la valeur de la gravité sur la Lune, qui était à peu près 6 fois plus petite que sur la Terre. Quand je vous dis qu'on retombe sur nos pieds, on retombe sur nos pieds. Je vois tous les parents inquiets là qui disent ouais, c'est bien joli son truc, mais à un moment donné, les connaissances, l'élève il faut lui apporter, il ne peut pas tout deviner tout seul. Et vous avez raison. Et on va toujours le faire. Sauf que le cours, au lieu de le faire en classe, on va leur donner à lire plutôt, et à apprendre le soir à la maison. Alors vous pouvez me dire, oui, mais à la maison, le travail il est un peu aléatoire. Et comment on sait qu'il l'a fait et comment on sait qu'il a compris? Eh bien, on va revenir aux bonnes vieilles méthodes, comme quand on était petit à l'école, on avait une ardoise. Et on levait l'ardoise pour donner les réponses. Mais là, cette fois-ci, l'ardoise est numérique et ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un petit questionnaire qu'on va donner aux élèves, ils vont répondre aux questions, et au fur et à mesure qu'ils répondent, on va voir donc les réponses s'afficher, les difficultés des élèves apparaître, et encore mieux, quand ils ont tous répondu, on a automatiquement les statistiques qui s'affichent. Et on sait si dans la classe, il y en a 10% qui ont compris ou 90%. S'il n'y en a que 10% qui ont compris, on fait un point magistral et c'est le prof qui le fait. Par contre, s'ils ont presque tous compris, on ne va pas laisser de côté ceux qui n'ont pas compris. Mais les autres, on ne peut pas leur expliquer, ils ont compris, sinon ils vont jouer. Donc, on va demander aux élèves qui ont compris d'expliquer aux élèves qui n'ont pas compris. Et c'est vachement reposant pour le prof quand vous faites ça. Et en plus, quand c'est un élève qui fait le cours à votre place, tout le monde écoute. Alors, d'où m'est venue cette idée saugrenue de faire le cours aux élèves? Je travaille beaucoup avec un collègue qui est à Toulouse. Je suis d'Auch, Toulouse, c'est un petit peu loin, donc on échange avec le numérique, et ça marche très bien. Et un jour, on s'est dit, si ça marche pour nous, pourquoi ça ne marcherait pas pour nos élèves? Et on a ainsi créé des binômes à distance. Un élève de ma classe, un élève de la sienne, on faisait à peu près les mêmes TP, et ils faisaient le compte-rendu à distance en échangeant. Et un jour, il a fait un TP un petit peu avant moi, et c'est un TP que j'ai toujours eu du mal à faire passer, et il l'a fait avec du matériel que je n'avais pas. Alors je lui dis, ça a l'air bien ton truc, mais moi je l'aime pas ce TP, j'y arrive pas bien. Alors il me dit, écoute, c'est pas grave. Je vais demander à quelques élèves à moi s'ils peuvent expliquer à tes élèves. Et voilà comment on s'est retrouvé à faire une webconf avec les élèves de Toulouse qui refaisaient le TP qu'ils avaient fait pour les élèves d'Auch. Et ça a été très interactif. Et quand moi j'ai fait le TP, après j'avais toujours du mal avec ce TP, et bien là il est passé comme une lettre à la poste. Et ce qui est intéressant, c'est que les élèves qui devaient expliquer, ils ont mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, ils ont fait vraiment quelque chose de très très bien. Et du coup maintenant j'hésite plus à donner des responsabilités aux élèves de ma classe. J'ai partagé ma classe en petits groupes de 4, et ils ont chacun la responsabilité d'un chapitre. Et à la fin du chapitre, sur le blog de la classe, ils doivent publier pour toute la classe un résumé de cours, ce qu'il faut savoir, remplir un lexique et même faire un petit peu de journalisme et faire un article d'ouverture scientifique. Et ils font vraiment des choses très intéressantes et ils le font pas que pour eux, ils le font pour la classe. Donc on a vraiment un outil qui favorise l'échange, le travail collaboratif.
D'ailleurs, spontanément, maintenant, quand il y en a un qui fait quelque chose de bien, hein, bah, je lui dis, tiens, mais t'envoies toute la classe. Hein. Et puis en 3 secondes, toute la classe reçoit le travail. Alors il y a d'autres compétences qu'on peut travailler, comme l'oral. Oui, on fait un peu d'oral en sciences physiques aussi. Hein. Donc avec cet outil, ben, je peux donner un exercice aux élèves, ils vont le faire au doigt, donc j'aurai l'équivalent de la trace papier, mais en plus ils peuvent, de manière synchronisée, s'enregistrer. Et donc en plus j'aurai la démarche de l'élève. Alors la première fois que j'ai donné cet exercice à faire aux élèves, il y a une maman qui m'a dit, on avait notre fille qui faisait ses devoirs dans la chambre, et d'un seul coup, elle s'est mise à parler toute seule. Alors on s'est approché avec son père, on a écouté un petit peu, et là on s'est aperçu qu'elle faisait de la physique. Alors on était très inquiets, on est rentré voir ce qu'il y avait. Hein. Bon, on rigole un petit peu, mais pour les parents, c'est pas facile à gérer quand même. Ça fait un outil numérique de plus à la maison. Il fallait déjà gérer le smartphone, maintenant il faut gérer en plus la tablette. Et les élèves, ils vont dire, non mais ça c'est pour le travail. Donc le travail, c'est jusqu'à une certaine heure, et après, on peut dire que la tablette, elle dort au séjour avec le téléphone. Alors, en classe aussi, c'est pas toujours facile. Hein. En physique-chimie, il y a des formules, il y a des schémas, mais ça, comme avec un ordinateur, c'est pas simple à faire avec une tablette. Mais finalement, le plus gros frein que je vois, c'est souvent les très bons élèves. Ben, ils avaient de très bonnes notes, et ils sont inquiets, on change leur façon de travailler, mais ils ont peur de ne plus avoir de très bonnes notes. Et du coup, ils ne se lâchent pas, et ils prennent moins de plaisir, il me semble, à travailler avec ça. Parce que le maître mot, quand même, le plus gros changement que j'ai trouvé chez mes élèves, c'est le plaisir qu'ils ont à travailler avec ces outils-là. D'ailleurs, la première fois qu'on a dit aux élèves, vous allez avoir une tablette, vous allez avoir ce modèle, bon, toute la classe, hein. Mais il y en a un qui s'est exclamé, oh, ça tue. Alors pour terminer, je vais quand même dire, je suis conscient que cette façon de travailler, elle me convient parfaitement et elle ne convient pas à tous les collègues. D'ailleurs, ils me le disent souvent, hein, ils me disent, ouais, ça a l'air bien, mais ça c'est ton truc, c'est pas le nôtre. Et ça, je le comprends très bien. Mais si j'ai un message à faire passer aux collègues qui pensent que c'est peut-être leur truc et qui n'osent pas, ben, lâchez-vous, essayez, et peut-être que vous prendrez autant de plaisir à travailler avec cet outil que j'en prends. Merci beaucoup.